Bonjour à tous, capsule juridique numéro 167 du 5 juillet 2023. Je vais vous parler aujourd'hui des USA, de l'Allemagne et de la France. Aux USA tout d'abord, dans une décision d'hier, 4 juillet, donc jour en plus de leur fête nationale, la Cour de district de Louisiane, devant laquelle se déroule une importante procédure dont je vous ai souvent déjà parlé, a rendu une injonction préliminaire très intéressante qui est une belle victoire. Alors je ne reviens pas sur le détail du début de la procédure dont j'ai déjà parlé dans différentes capsules. Je vous invite à écouter notamment les capsules 84, 101 et 119. En un mot, il s'agissait donc d'une plainte déposée contre Joe Biden lui-même, ainsi que contre une ribambelle de défendeurs, toujours les mêmes, issus des administrations de la santé aux USA, donc CDC, NHS, NIAID, etc., suite aux censures importantes constatées et démontrées, et dont avaient souffert tous ceux qui tenaient un discours différent de la version officielle, en ce qui concerne les origines du Covid, mais aussi les mesures sanitaires, et bien sûr les injections, et également les intégrités des élections de 2020. Dans cette procédure, donc, une injonction préliminaire vient d'être rendue. Le juge fait injonction à l'essentiel des parties attaquées en leur interdisant de rencontrer des entreprises de médias sociaux dans le but d'inciter, d'encourager, de faire pression ou d'induire de quelque manière que ce soit la suppression, l'effacement ou la réduction de contenus contenant des propos libres et protégés sur les plateformes de médias sociaux, de signaler spécifiquement les contenus ou messages à ces plateformes en faisant pression pour qu'ils soient supprimés. Elle leur interdit également d'inciter les plateformes de quelque façon que ce soit à censurer. Elle leur interdit d'envoyer des courriers, des appels, des lettres, des SMS ou toute autre communication de quelque nature que ce soit avec ces entreprises en vue de les inciter ou de faire pression pour aboutir à une telle censure, etc. Les interdictions sont au nombre de 10 au total et se recoupent plus ou moins les unes avec les autres. Par contre, les communications concernant les activités criminelles peuvent faire l'objet d'informations entre le gouvernement, les agences concernées et les plateformes de médias sociaux, idem pour ce qui concerne les différentes menaces à la sécurité nationale ou à l'intégrité des élections. En d'autres termes, les plateformes auront l'obligation de signaler les obligations criminelles, et là, moi j'ajoute qu'en matière de pédopornographie, ça va les changer, puisqu'on a vu récemment que sur Instagram, notamment, d'importants réseaux de trafic d'enfants se servaient de la plateforme pour communiquer. Là, c'est moi qui l'ajoute, donc c'est pas dans la décision. Mais, je reviens à la décision, les plateformes, tout en signalant les activités criminelles, ne sont plus censées interdire et procéder à la censure, à la demande, sous la pression et ou sous le contrôle de la Maison-Blanche et des multiples agences qui sont attaquées. La décision précise que cette injonction reste en vigueur jusqu'à la résolution finale de l'affaire, qui est en cours, ou bien jusqu'à une nouvelle décision à ce sujet. Et dans un article du site The Epoch Times, le procureur général Landry est interviewé. Je mets aussi le lien de cet article qui contient la vidéo sous ma capsule. Il rappelle l'origine de la plainte, les emails qui visaient certaines personnalités précises, notamment Tucker Carlson, Robert Kennedy Jr., etc., et la procédure qui démontrait les efforts couronnés de succès de la Maison-Blanche pour censurer toutes ces personnes. Le procureur confirme également que cette décision est une belle gifle administrée au gouvernement américain, à qui on rappelle ainsi qu'il n'a pas à décider de ce qui peut être ou ne peut pas être dit, de ce qui est sa vérité ou pas. Affaire à suivre donc, puisque c'est une injonction préliminaire et que la procédure, par définition, n'est pas encore terminée. En Allemagne à présent, sur son propre site internet, la députée européenne Christine Anderson, qui ne lâche rien depuis 3 ans, vient d'annoncer qu'elle lançait une action contre YouTube suite à la censure. En effet, YouTube a bloqué les vidéos des sessions du Parlement européen, et plus précisément évidemment celles du comité spécial sur la pandémie Covid-19. En outre, YouTube l'a également menacé de suspendre définitivement son compte si une autre de ses vidéos devait à nouveau être jugée entre guillemets répréhensible. Quelques mises en demeure de ses avocats ont permis de débloquer un petit peu la situation, mais l'ensemble des demandes n'est pas encore satisfait, de telle sorte qu'elle engage donc cette procédure devant le tribunal de sa ville natale en Allemagne, visant d'une part à interdire tout nouveau blocage et d'autre part à restaurer les vidéos censurées et à établir que les blocages précédents étaient illégaux. Elle précise également vers la fin de son article, je cite: « Je veux également, au sens de tous les citoyens épris de liberté, remettre en question les mécanismes de censure sur YouTube. Le blocage non provoqué de vidéos sur ma chaîne, qui documente les événements très douteux entourant Big Pharma et le rôle de l'Union européenne, soulève de sérieuses inquiétudes antidémocratiques. Dans l'arène politique, des plateformes telles que YouTube sont destinées à aider les citoyens à comprendre quels partis et quels politiciens représentent le mieux leurs préoccupations. Une censure de ce type suggère que certains processus et opinions doivent simplement être rendus inaccessibles aux électeurs, c'est de la manipulation.
En tant que député européen allemand et défenseur engagé de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit au sens d'un gouvernement sans restriction par le peuple, je considère qu'il est de mon devoir de m'opposer résolument à toute ingérence d'organismes privés ou publics dans la libre formation de l'opinion et de la volonté, surtout quand cela est fait secrètement et de manière invisible pour l'observateur extérieur. Dans le même temps, les créateurs de contenu en ligne doivent toujours savoir clairement quelles règles les fournisseurs de plateformes comme YouTube appliquent. Les lignes directrices vagues ou les paragraphes secrets, qui peuvent être arbitrairement étendus et réinterprétés à tout moment, sont très peu transparents et ouvrent la porte à davantage d'arbitraire. Fin de citation. Je vous suggère de suivre de très près cette députée, soit sur les réseaux sociaux, soit même sur son propre site, parce qu'elle ne manque vraiment pas de courage depuis 3 ans et ne lâche rien. En France à présent, l'avocat Tarek Koraitem a annoncé sur son compte Twitter il y a quelques jours une autre belle victoire, obtenue devant la Cour d'appel de Paris en appel d'une ordonnance de référé. L'arrêt est assez bref, il fait 3 pages, mais assez intéressant. Une soignante qui était qui est toujours ergothérapeute avait en effet demandé sa réintégration à son employeur en référé devant le conseil de prud'homme de Bobigny. En première instance, elle avait obtenu gain de cause et l'employeur était condamné notamment à lui verser certains montants, et ce avec une exécution provisoire, c'est-à-dire une obligation de payer sans avoir à attendre l'issue de la procédure éventuellement en appel. L'employeur fit donc appel de cette ordonnance, demandant que cette exécution provisoire soit arrêtée, estimant qu'il y avait des raisons sérieuses d'espérer une annulation ou une réformation de la décision, puisque selon elle la demande de réintégration était sans fondement, et qu'en outre cela faisait peser sur elle des charges excessives. Alors c'est le monde à l'envers, ça c'est moi qui vous l'ajoute, puisque évidemment en termes de conséquences, une décision de suspension pèse bien plus lourd sur le salarié lui-même que ne pèse ensuite sur l'employeur un éventuel paiement d'indemnités diverses. Bref. Je reprends donc l'information. La salariée de son côté maintenait que son contrat avait été suspendu de façon arbitraire et que son employeur avait manqué à son obligation d'exécuter ce contrat de bonne foi et de manière loyale. La Cour d'appel va débouter l'employeur de son appel et va considérer qu'il ne lui appartient pas, Cour d'appel donc, en référé, de se prononcer sur le fond de l'affaire, mais qu'il n'est pas non plus démontré qu'il y aurait des risques sérieux d'annulation ou de réformation de la première décision. Incidemment, et alors qu'elle dit ne pas devoir se pencher sur les prétendues conséquences manifestement excessives qui sont invoquées par l'employeur, la Cour d'appel glisse une petite phrase qui est potentiellement assez symbolique, puisqu'elle dit, je cite, « Surabondamment, au regard de l'existence de conséquences manifestement excessives, les parties ne se sont pas expliquées sur les conséquences de l'abrogation de la loi du 5 août 2021 votée par l'Assemblée nationale. » Fin de citation. En d'autres termes, ça veut dire qu'elle commence à admettre qu'il va falloir un jour se pencher sur cette question et sur les conséquences pour chaque soignant suspendu de ces fameuses suspensions. Donc, affaire à suivre, c'est un petit indice qui est souligné essentiellement par l'avocat Tarek Koraitem. C'est pour ça que je le relaye. Je vous incite de nouveau à suivre son compte parce qu'il est assez actif et communique beaucoup dès qu'il a un résultat positif. Donc c'est évidemment intéressant. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Tenez bon et tenez bon. À très bientôt. Au revoir.